Et bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les films d'animation. Et aujourd'hui, comme prévu, on va parler d'un film d'animation assez récent qui date de 2017. Plus précisément, ce film est sorti le 8 juillet 2017 au Japon. Première production de l'histoire du studio Ponok, on va bien sûr parler de Marie et la fleur de la sorcière. Alors, Marie et la fleur de la sorcière est un film réalisé par Hiromasa Yonebayashi. Si vous connaissez un peu le studio Ghibli, vous vous dites que Hiromasa Yonebayashi, vous connaissez ce nom. Et même que le studio Ponok, vous connaissez ce nom, et probablement que ce film, vous le connaissez aussi. Pourtant, ce film n'est pas un film du studio Ghibli, contrairement aux deux premières productions de la carrière d'Hiromasa Yonebayashi, à savoir Arrietty, le petit monde des chapardeurs en 2010, et Souvenirs de Marnie en 2014. Ces deux œuvres ont été faites au sein du studio Ghibli, sachant que c'est ses deux premiers projets en tant que réalisateur pour Monsieur Yonebayashi. Son troisième film sera donc Marie et la fleur de la sorcière en 2017 au sein du studio Ponok. Et il fera un quatrième projet qui sera là pour le coup un court-métrage qui sortira en 2018. C'est le premier des trois courts-métrages de la compilation de courts-métrages qui s'appelle Héros Modeste. Ce court-métrage s'appelle Canini et Canino, pour être plus précis, donc le premier des trois de Héros Modeste. Voilà, ces quatre œuvres, ce sont les seules notables, enfin non, c'est pas les seules notables, c'est juste les seules de la carrière pour le moment de Yonebayashi en tant que réalisateur. Ces deux premiers films, on va évidemment en parler, des films du studio Ghibli, bien sûr, Arrietty et Sonia Marnie. Son troisième, on en parle maintenant, et son quatrième n'est pas un long métrage, c'est un court métrage, et on n'aura pas l'occasion de parler d'Héros Modeste sur cette chaîne, en tout cas pour le moment, c'est pas vraiment prévu, mais bon, bref. Donc le studio Ponok, comme si vous le savez bien, ce studio a été fondé en avril 2015, avec la base de beaucoup d'anciens de la maison Ghibli, dont Hiromasa Yonebayashi, qui va donc être à la tête du premier gros projet de long métrage du coup de l'histoire du studio Ponok, qui à ce jour, à part du coup Marie et la fleur de la sorcière, puis Héros Modeste, a fait un autre court métrage, je crois, en 2021, je ne me rappelle plus du titre, mais et c'est tout. Pour le moment, en fait, il y a un long métrage, une compilation de courts métrages et un court métrage seul qui sont sortis dans l'histoire de ce studio. C'est donc un petit studio d'animation. Et c'est vrai qu'il y a quand même une histoire un peu et un lien de principe avec le studio Ghibli, vu que la grande majeure partie, si ce n'est la totalité des membres du studio Ponok, faisaient partie du studio Ghibli à l'époque. Avant la fameuse discorde entre d'un côté les fondateurs en fait du studio Ponok et puis de l'autre côté simplement les autres, tenus par Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki et Isao Takahata, évidemment à l'époque qui était encore vivant. Euh, c'est à partir de Souvenirs de Marnie, en fait, de Yonebayashi, justement, que le studio Ghibli va être plongé dans une période assez compliquée, dont le studio n'est pas réellement sorti aujourd'hui, malgré le fait que, bon, il y a le dernier film de Miyazaki, Et vous, comment vivrez-vous, qui est sorti il n'y a pas longtemps, et qui fait beaucoup parler de lui. On fera une vidéo à l'occasion quand j'aurai vu ce film. C'est d'ailleurs pas maintenant, parce qu'il n'est pas encore sorti en France. On se redit ça plus tard. Bref, assez de parler d'autour. On va reprendre à Marie et la fleur de la sorcière. Ce film donc sorti le 8 juillet 2017 au Japon. Il sortira le 21 février 2018, un peu plus tard, donc en France, et fera un peu plus de 300 000 entrées, je crois 317 000 pour être plus précis, ce qui est pas trop mal pour un film d'animation. Mais c'est vrai que dans son style, dans sa façon d'exister, dans son univers, que ce soit de par la magie, les bestioles, les chats qui sont présents, ou d'autres éléments de décor, comme celui de la nature, des fleurs, du vent, il y a énormément de la patte de Ghibli qui est ressentie. Évidemment, Hiromasa Yonebayashi, à travers son premier projet, à savoir Arrietty, Hayao Miyazaki a participé en une grande majorité de la fabrication de ce film, là où Souvenir de Marnie, il y a eu plus de liberté pour Yonebayashi. Je pense que Yonebayashi, après Souvenir de Marnie, il s'est senti la liberté de partir, vu qu'il a appris auprès des meilleurs, mais qu'il n'avait pas besoin d'en apprendre plus, il pouvait être lui-même et créer ses propres univers. Donc évidemment, il y a énormément d'inspiration du studio Ghibli, c'est là où il a appris son talent, je pense, à Yonebayashi, mais aujourd'hui, il est capable de l'exprimer par lui-même. Il n'a plus besoin de Ghibli pour exister, et c'est probablement pour cette raison qu'il a décidé de partir
au studio Ponok, qui est un studio qui n'est donc pas Ghibli, mais qui s'en rapproche quand même beaucoup parce qu'il est à l'origine du studio Ghibli. C'est un peu un petit frère, quoi. C'est le studio Ponok. Même si c'est pas le studio Ghibli qui l'a fondé en mode filiale secondaire ou je sais pas, comme par exemple le studio Carla avec le studio Gainax qui a été fondé exprès pour les films Rebuild of Evangelion. Qui d'ailleurs, petite parenthèse, Rebuild of Evangelion, maintenant que c'est terminé, je sais pas trop ce que va devenir le studio Kara. Maintenant que tout ça est mis, est terminé simplement. C'est juste fini. On parlera de ces films en temps voulu, vu qu'on va parler d'Evangelion, ça c'est prévu aussi. Alors, pour parler plus particulièrement du film, alors le film commence de manière extrêmement dynamique. On est donc directement, avant même l'apparition du titre japonais du film, donc entre le moment où on voit les studios de production, donc le studio Ponok, qui d'ailleurs utilise Marie comme logo, et le moment où on voit le titre japonais du film, il y a tout un moment d'introduction, etc. On n'est donc pas avec Marie, pas avec le personnage principal, on est avec un personnage mystérieux, qui est donc une sorcière, qui apparemment est recherchée par des gens dans un arbre ou une structure bizarre, qui a explosé. Cette sorcière arrive à s'enfuir, mais se fait attraper par une main gluante bizarre et finit par tomber dans une forêt. On ne sait pas où elle est, mais on sait que les graines qu'elle transportait ont poussé et donné des fleurs en bas, et des arbres ont poussé autour de son balai qui lui a échappé des mains. Et on ne sait pas ce que cette sorcière est devenue, ni ce qui va se passer par la suite. C'est l'introduction du film, très très grosse dynamique, parce qu'il y a aussi une musique qui vient bien l'appuyer. La musique d'ailleurs de Tatsugu Muragatsu. Ce gars, il était déjà venu. Il a son premier projet, sa première collaboration, enfin, pardon, pas son premier projet, mais sa première collaboration avec Yonebayashi, c'était avec Souvenir de Marnie, un film qui est réputé pour avoir l'une des musiques les plus discrètes de tout le studio Ghibli. Là où la musique prend souvent une place énorme dans les films du studio Ghibli, là, c'était pas trop le cas. En l'occurrence, dans cette deuxième collaboration avec Yonebayashi, cette musique est beaucoup plus dynamique et on l'entend énormément. Et ça rajoute d'ailleurs du piment un peu à ce film. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ce compositeur a participé notamment au projet aussi un peu plus tard, la même année, non, l'année d'après, en 2018, avec Lise et l'Oiseau Bleu, ainsi que c'est lui qui a aussi fait La Chance-Souris à Madame Nikoku, donc dans sa composition. Pour noter ces 3 films notables de ces dernières années, il a participé à plusieurs projets depuis 2001, comme un peu tout compositeur qui se respecte. Il a participé à beaucoup de projets au sein de beaucoup de studios différents, mais je dirais que ces 3-là, Marie, Lise et l'Oiseau Bleu, et aussi peut-être aussi La Chance-Souris à Madame Nikoku, c'est les plus notables. Donc ces 4-là finalement, parce que j'ai oublié de compter Marie lui-même. Enfin voilà, une bonne musique qui apporte énormément de dynamisme à ce début de film, avant donc même l'apparition du titre. Après l'apparition du titre, on est donc plongé avec notre personnage principal, Marie, qui vient d'emménager chez sa grande-tante. Elle a l'air du coup de se faire chier un peu chez cette grande-tante et elle s'ennuie. Voilà, elle s'ennuie beaucoup de avoir rien à faire. On ne sait pas si elle a pas de parents, si elle est orpheline ou qu'elle a emménagé, pour quelle raison. On n'en sait rien. On va pas commencer à faire des hypothèses dessus. On ne sait pas. Et on ne le saura jamais à travers le film. Voilà. Et donc Marie, on rencontre déjà le personnage extrêmement dynamique, mais très maladroit. Une espèce... elle veut toujours bien faire, mais elle fait toujours les choses mal, en fait. Notamment avec ZBD, le jardinier, elle essaie de l'aider et elle décapite une pauvre fleur qui est avec une ficelle. Faut y aller, hein, quand même. Ensuite, elle renverse des feuilles partout et voilà, c'est n'importe quoi. Elle est moquée par un certain Peter qui apporte des colis, qui est donc un espèce de facteur qui passait par là. Un personnage qui aura une grande importance par la suite dans l'histoire. Mais qui, comme d'habitude, et c'est souvent le cas, il y a une espèce de moquerie entre les deux protagonistes quand ils se rencontrent pour la première fois. Ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement original, mais bon, c'est toujours rigolo et moi j'aime bien ça. Un petit peu plus tard, dans le film, alors que Marie se balade dans la forêt, elle va tomber sur cette fameuse fleur de la sorcière. Elle ne comprend pas tout de suite ce que c'est, elle n'en a aucune idée, elle va demander à ZPT qui veut lui dire que c'est une fleur de la sorcière. Mais ça va lui donner du coup des pouvoirs, d'écraser cette petite fleur entre ses mains, ce qu'elle va faire
par hasard, en tombant sur un balai, qui est le fameux balai du début qui s'était écrasé et trouvé au milieu des arbres, où des arbres ont poussé à côté d'elle, autour de lui, pardon. Et donc, Marie devient une espèce de sorcière pour seulement un jour. Le balai l'emmène un peu n'importe où, elle comprend pas ce qui lui arrive, elle croit rêver, et finalement se retrouve à Endor. Endor, qui est une haute école de magie réputée apparemment mondialement. Elle est accueillie par la directrice. Ses pouvoirs qu'elle ne comprend pas vu qu'elle vient de les avoir, et pas tout le monde, elle a un pouvoir surnaturel, très fort, mais la directrice et puis le docteur qui est avec elle vont se rendre compte qu'en réalité, bah, c'est pas vraiment une sorcière. Ce qui déplaît beaucoup à la directrice. Pendant tout ce passage, on ne comprend rien de ce qui se passe. Un peu comme Marie. Marie est précipitée, elle croit rêver, etc. Tout se passe extrêmement vite dans cette séquence. Malgré tout cela, on a déjà un premier aperçu de ce qui viendra par la suite, notamment avec ce docteur qui essaie de fusionner un peu la technologie, la science, avec la magie. On a déjà cette idée-là avec la directrice qui nous suggère que l'électricité, le pouvoir électrique, qui a l'air de ne pas être acquis dans le monde où Marie vit, vu que Marie vit probablement dans un monde un peu plus ancien que le nôtre, on doit peut-être être au XVIIIe siècle, j'en sais rien. Donc ce pouvoir électrique avec du coup dans cette école de magie qui serait suggérée comme une espèce de magie. La technologie serait de la magie. Et on essaie de fusionner ces deux-là avec les pouvoirs chimiques et biologiques pour donner quelque chose de super puissant. C'est ce qu'ils appellent la métamorphomagie. Ouais, c'est un peu chiant à dire, mais c'est comme ça. Mais bon, on sent déjà, et notamment dès le moment où Marie décide de partir après dans le bureau de la directrice, euh, on se rend compte vraiment qu'il y a quelque chose de bizarre avec cette fleur. Cette fleur a le pouvoir de donner des immenses pouvoirs à Marie, sans qu'elle s'en rende vraiment compte de ce qui se passe. Et la convoitise qu'il y a autour, notamment avec la directrice et le professeur, enfin le docteur, intrigue un petit peu. On se demande, il y a quelque chose de pas net. Et on fait immédiatement le lien avec le début, vu que à côté de cette fleur, et grâce à cette fleur, elle a pu maîtriser le balai qui était enfermé dans les arbres et qu'on avait vu au début, comme je l'ai dit, avant l'affichage du titre du film. Donc on commence à se poser des questions et c'est plutôt bien vu parce que on est au milieu du film, donc c'est assez normal que on se pose des questions à ce moment-là. On va pas y répondre tout de suite. Après une menace de la part de la directrice, Marie décide finalement de revenir parce qu'elle détient, cette directrice détient Peter. Et vu que Marie est totalement responsable du fait que Peter soit enfermé, Marie décide de repartir direction Endor pour aller le sauver. Mais le deal n'est pas fait, Peter n'est pas libéré et Marie se fait enfermer avec les fameux échecs que le docteur avait désignés un peu plus tôt dans le film, les échecs d'expérience, qui sont d'autres que des animaux un peu métamorpho-magiqués. J'invente les mots, hein, je sais. Et c'est très bizarre. Enfin, on a du coup cette remise en question du pouvoir biologique, encore une fois. Le studio Ghibli aimait bien faire ça, notamment à travers Nausicaa. Oui, encore, je sais. Mais c'est magnifique. C'est magnifique comment cette séquence va dénoncer en fait les conditions de vie de ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé et mettre toute la culpabilité sur la directrice et le docteur qui passent vraiment pour les méchants de l'histoire et qui sont les méchants de l'histoire en quelque sorte. Et finalement, Marie va libérer tout le monde, vu qu'ils vont retrouver le fameux chat gris qui s'appelle Gib. Ouais, parce que c'est Tib, le chat noir, Gib le chat gris, si je dis pas de bêtises. Et il libère tous les animaux, libère la porte, et grâce à Peter, et avec Peter et tous les autres, Marie, grâce au livre, vu qu'elle a encore ses pouvoirs, vu qu'elle a repris une petite fleur qu'elle a écrasée, va décider de partir et va y aller direction l'extérieur et la sortie. Mais la directrice arrive à choper Peter avant qu'il puisse s'en aller et vont le garder captif. Marie va donc s'éloigner, le balai va l'amener dans une ancienne maison qui est d'autre la maison de sa tante, de sa grande-tante, Charlotte. Mais sauf qu'en l'occurrence, cette grande-tante c'était la sorcière du début. Voilà, on s'en doutait un petit peu. Elle lui raconte toute l'histoire et donc toutes les expérimentations horribles que le docteur et la directrice menaient. Et qui vont faire pareil avec Peter. Donc Marie décide de ne pas rentrer chez elle, mais avec son peu d'énergie qui lui reste, sa peu de magie qui lui reste, aller direction l'arbre bizarre où il y a toutes ces expérimentations, et d'aller sauver Peter. Et donc Charlotte lui explique que dans son enfance, enfin quand elle était plus jeune en tout cas, elle a volé
toutes ces fleurs, et c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées là-bas et que Marie est tombée dessus beaucoup plus tard, dans cette forêt. Et c'est pour ça que c'est horrible qu'elle a pu s'en reprocurer grâce en fait à Marie. Et donc pour éviter aussi tout ce que ça recommence, Marie prend encore une fois le poids de la culpabilité et décide de foncer vers l'endroit où se déroulent les expériences, cette espèce d'arbre qu'on avait vu au début, et décide d'aller sauver tout le monde, et c'est parti. Mais son pouvoir s'amenuise, il n'y a plus son pouvoir, et le balai est détruit. Enfin, partiellement. Donc elle décide de monter à pied, et finalement elle est secourue par les animaux qu'elle avait libérés plus tôt, qui vont lui offrir une sorte de diversion pour qu'elle puisse monter dans cet arbre. Finalement, l'expérience retourne de nouveau mal, comme la première fois, mais grâce à Peter qui arrive à s'extraire de cette espèce de gélatine bleue qui est générée par la fleur, il arrive à s'en extraire un peu, et avec le livre de sortilèges, arrive à libérer tous les sortilèges, et Peter et Marie sont saufs, et l'expérience s'arrête, tout est détruit. Et j'ai envie de dire, bah, tout est bien qui finit bien. Donc tout arrive à s'arrêter, et c'est chouette, tout le monde va bien, Tim, Gib, même le balai est réparé, Marie, Peter, et puis la directrice et le docteur vont se faire ralasse un peu par tous les animaux qui leur en veulent. C'est un peu l'un des derniers plans d'ailleurs de l'histoire avant le défilement du générique de fin. Donc un gros happy ending pour un film qui était plutôt sympathique. Donc en termes d'analyse poussée sur ce film, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que ce film, il est relativement simple dans son écriture. Honnêtement, Hiromasa Yonebayashi, il m'a plus ébloui avec Arrietty. Je trouve que Arrietty, ça reste son meilleur film. Même si Marnie, il y a peut-être plus de choses à dire, j'ai trouvé Arrietty beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus original dans son propos. Marie, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce film. On a ressenti une espèce de volonté de Yonebayashi de s'extraire de ce que Ghibli lui avait appris. Pourtant, il y a des références au château ambulant, il y a des références à Arrietty aussi. Bon, ça, c'est un peu plus normal vu que c'est son travail à lui. Mais du coup, des références au château ambulant, il y a des références à Nausicaa, il y a aussi des références peut-être à d'autres films du studio Ghibli, vous me direz si vous les avez vus. Mais on sent vraiment une ambiance Ghibli, et on pourrait évidemment dire référence aussi à Kiki, évidemment. Avec sorcière, chat noir, tout ça, balai. Hein. L'histoire du balai, je ne peux plus voler, j'ai plus confiance en moi, mais finalement ça va mieux dès qu'on booste un petit peu. On a un peu le même schéma avec Marie. On sent qu'il n'y a pas vraiment une originalité et une prise d'envol de la part de Yonebayashi par rapport à Ghibli. Et ça, je trouve ça dommage. Valait mieux peut-être rester là-bas. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est une copie ce film, bien sûr que non, que c'est pas une copie, c'est pas un plagiat, rien, bien sûr que non, c'est une source d'inspiration qui est toujours Ghibli, mais quand tu veux t'extraire de Ghibli et que tu claques la porte à Ghibli comme ça, pour faire autre chose, mais que finalement tu fais la même chose, et bah je trouve ça dommage. Finalement, en fait, le film qui s'est le plus éloigné de Ghibli, dans son esprit, bah c'est Marnie. Et Marnie, bah c'est un Ghibli quand même. Donc là où c'était plus original pour le Ghibli et un peu plus changé par rapport à ce qu'il faisait d'habitude, Marie la fleur de la sorcière, c'est un film qui est censé être encore plus original que ça, mais qui revient sur les bases de là où il vient. Hein, Monsieur Yamashi. Donc à vrai dire, ce film, quand je l'ai vu pour la première fois, il m'a beaucoup déçu. Je m'attendais à quelque chose de vraiment très bien, parce que Yamashi est un très bon réalisateur, mais franchement, par rapport à ces deux films du studio Ghibli, c'est plutôt décent, et franchement, c'est pas une réussite exceptionnelle de la part du studio Ponok pour sa première. Alors après, est-ce que ce film est à éviter? Non. Il y a quand même. C'est une histoire qui est sympa, qui est légère, mais son arc narratif est ultra simple. Il est pas. Il se base sur beaucoup d'autres films qui l'ont précédé, comme j'ai dit. Mais pour moi, il n'y a rien d'inoubliable et de mémorable qui fera de ce film l'un des plus emblématiques d'une décennie. Pour moi, il y a pas l'étoffe d'un film exceptionnel, inoubliable. Est-ce que c'est. Déjà, j'ai mis des doutes sur le fait que c'est le meilleur film d'animation de l'année 2017. Il y en a qui le disent, mais moi je suis pas d'accord. Moi je pense qu'il y a eu en 2017, notamment le film d'animation Blame, que je trouve bien mieux. Pourtant, Blame n'a pas été exempt de tout reproche. On en parlera aussi un jour. Donc voilà, un film, je dirais, plutôt mitigé. C'est pas un mauvais film, mais pour moi, il n'y a rien de mémorable. C'est vraiment très simple. Et je vais m'arrêter là. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, hein, évidemment. On va se retrouver pour parler du début d'Evangelion, les épisodes 1 à 3.
Ça va être fun. Vous allez voir, il y aura beaucoup de choses à dire. Parce que Evangelion, c'est Evangelion. Vous le savez très bien. Ou Evangelion, je sais pas. Ne soyez pas surpris que si je change entre Evangelion ou Evangelion, hein, ça peut m'arriver souvent. Et la semaine prochaine aussi, je vous dirai pour dans 2 semaines, donc pour la semaine encore d'après, quel sera le prochain film d'animation, enfin en tout cas une petite annonce du prochain film d'animation que l'on va traiter sur cette chaîne pour l'épisode numéro 14. Que là, aujourd'hui, c'était le 13. Et voilà, c'est terminé, et je vous dis à plus tout le monde.